Bonjour, merci à tous d'être là, vous êtes très nombreux, c'est très agréable de vous voir. Nous pouvons commencer la séance. Je donne la parole à Vanessa. Merci Madame la Présidente. Bonjour professeurs, docteurs, mesdames, messieurs. Chaque année, en Belgique, 750 femmes déclarent une thromboembolie veineuse due à la prise de la pilule contraceptive. Si l'historique familial peut permettre d'évaluer le risque préalablement à la prescription, une méthode précise pourrait aider à le déterminer. Avec son équipe, le professeur Doufis met au point un test basé sur un paramètre sanguin innovant, la résistance à la protéine C activée. Madame la Présidente, vous allez nous présenter cet orateur. Merci Vanessa. C'est un plaisir pour moi de présenter le professeur Jonathan Doufis, qui est très particulier, comme vous allez le voir. Il est pharmacien, diplômé en sciences pharmaceutiques, titulaire d'un doctorat en sciences biomédicales de l'université de Namur. Il officie encore en pharmacie, j'ai bien pu le lire sur Internet, mais à côté de ça, il a fait également une formation en entrepreneuriat à l'ANEC, et donc il est entrepreneurial, et il se caractérise par le fait qu'il est le fondateur d'une spin-off de l'université de Namur, donc une spin-off qui a pour nom Qualibot, tout à fait, qui est donc un laboratoire central pour le développement donc, des activités industrielles dans la recherche de médicaments. Il est Namurois de l'année aussi. Il a été récompensé pour tous ses travaux de pharmacovigilance, mais aussi surtout la mise en place de tests qui sont le sujet de votre exposé ce jour. Donc des tests dans le domaine cardiovasculaire, mais surtout de tests de la mise en évidence du risque des phénomènes thromboemboliques chez les femmes qui sont sous pilule contraceptive. Et sans attendre, je vais vous demander de nous présenter ce sujet qui est très interpellant et d'actualité. Madame la Présidente, chers académiciens, chères académiciennes, chers professeurs, chers docteurs, merci avant tout pour cette invitation. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque nous allons parler donc, notamment de la coagulopathie qui est induite par les traitements hormono-contraceptifs. Et vous allez voir en fait les stratégies qui peuvent être mises en place, notamment pour réduire le risque thromboembolique et aussi avoir un impact favorable au niveau de la société. Alors si on reprend un petit peu, en Belgique, on a environ 2 500 000 femmes qui sont âgées entre 14 et 49 ans. Et parmi elles, 60% vont utiliser un moyen de contraception, ce qui représente 1,5 million de femmes. Parmi elles, 50% vont utiliser la pilule, ce qui représente 750 000 femmes. Et il faut savoir qu'on a une incidence de 10 événements thromboemboliques par an, par 10 000 femmes, ce qui peut représenter à l'échelle belge environ 750 thromboses par an qui sont induites par les pilules œstroprogestatives. Alors nous parlons de thrombose veineuse profonde, et quand on parle de thrombose veineuse profonde, c'est important de rappeler la cascade de la coagulation, c'est-à-dire les protéines qui circulent dans notre sang et qui nous permettent finalement de former, mais aussi de déformer ou d'empêcher la formation de caillots sanguins. Et dans ce cadre, j'ai fait volontairement une présentation relativement simplifiée de cette cascade de la coagulation. Je vais juste revenir et de prendre le voilà, stylo. Tout peut démarrer finalement par la voie du facteur tissulaire ou la voie intrinsèque de la coagulation. L'objectif étant en définitive de transformer donc la prothrombine en un effecteur central de la coagulation qui est la thrombine. Et cette thrombine, vous allez voir, j'en parle spécifiquement maintenant parce que c'est celle qui va nous servir pour pouvoir élaborer donc, les bases de notre test qui permettront de définir à quels risques sont exposées les jeunes femmes qui prennent la pilule contraceptive. Cette thrombine, je vous l'ai dit, c'est un effecteur central. Elle permet de transformer le fibrinogène en fibrine qui est à la base finalement de ce réseau, de ce maillage qui forme un caillot sanguin, mais elle permet aussi d'activer tout un système de l'anticoagulation qu'on appelle le système de la protéine C. C'est ce système qui nous intéressera dans le développement de notre biomarqueur. En temps normal, les activités antithrombotiques et prothrombotiques sont relativement bien équilibrées, ce qui fait que
pour le moment, vous n'êtes pas en train de faire des thromboses et vous ne saignez pas non plus parce qu'il y a un bon équilibre. En revanche, avec la pilule contraceptive, on va induire un état prothrombotique. On va augmenter la synthèse de toute une série de facteurs procoagulants et on va diminuer la synthèse de certains facteurs anticoagulants. On parlera des diminutions de la protéine S et du TFPI de manière prédominante, mais il y a également donc toute une série d'autres facteurs qui sont légèrement impactés. Le facteur 7 de la coagulation, le facteur 8, les taux justement de prothrombine, donc le précurseur donc, de notre thrombine, les taux de fibrinogènes qui sont aussi impactés. Alors on peut mesurer tous ces facteurs de manière individuelle, mais le problème quand vous les mesurez de manière individuelle, c'est que les changements sont tellement faibles qu'ils ne sont pas cliniquement percevables. Et d'un autre côté, même pour un expert, c'est difficile de se positionner sur le risque vraiment encouru par la jeune fille. Alors on sait que les pilules contraceptives, finalement, on va avoir une augmentation du risque qui est liée à la prise de dérivés œstroprogestatifs. Et aujourd'hui, quand on parle de dérivés œstroprogestatifs, on parle majoritairement de l'éthinylestradiol. L'éthinylestradiol est un œstrogène qui a été introduit dans les pilules œstroprogestatives dans les années 60 et on l'utilise toujours massivement aujourd'hui, même si on a des alternatives avec les pilules à base d'estradiol ou d'estétrol. Et on sait que plus on va augmenter la dose de l'éthinylestradiol, au plus on va avoir un impact sur la coagulation. En contrepartie, on parle de pilules œstroprogestatives et dans ce cadre-là, finalement, si vous avez différents progestatifs, vous allez voir que le risque n'est pas le même. Et au fait, ce risque va diminuer au plus vous allez augmenter l'androgénicité du progestatif associé. Et donc c'est ce qu'on peut voir dans les études épidémiologiques. Ici j'ai pris l'exemple avec le lévonorgestrel. Si vous augmentez la dose d'éthinylestradiol, vous gardez donc le même progestatif, le lévonorgestrel, vous voyez dans les études épidémiologiques que le risque thromboembolique augmente par rapport à des jeunes filles qui ne prennent pas la pilule œstroprogestative. Et en contrepartie, si vous gardez des mêmes doses, d'éthinylestradiol, mais que vous changez le progestatif et que vous mettez, par exemple, un anti-androgénique, eh bien vous allez également augmenter les risques. Je vous l'ai dit, il y a des alternatives à ce jour, donc notamment des pilules à base d'estradiol et d'estétrol qui sont des œstrogènes naturels. Et qu'en est-il de leur risque? L'Agence européenne du médicament demande maintenant aux manufacturiers de ces produits, donc on parle ici notamment donc, du Zoelis, la Clera et du Drovelis, de réaliser ce qu'on appelle des Post-Authorization Safety Studies. Ce sont des études qui conditionnent l'autorisation de mise sur le marché, qui doivent être conduites par ces firmes, de telle façon à pouvoir démontrer la sécurité de ces produits en vie réelle. On a obtenu des résultats déjà pour la Clera, et dans ce cadre, on peut voir que le fait de passer de l'éthinylestradiol vers l'estradiol, ça va permettre de réduire le risque thromboembolique veineux. Bien évidemment, la pilule qui est considérée comme étant la plus safe aujourd'hui, c'est l'éthinylestradiol en association avec le lévonorgestrel. Et vous remarquez de manière intéressante que le point estimé est plus ou moins similaire à celui des autres pilules œstroprogestatives, bien qu'il n'est pas statistiquement significatif. C'est principalement parce que le design de l'étude était une non-infériorité. Bien évidemment, la puissance n'était pas suffisante que pour atteindre cette supériorité, mais le point estimé était déjà très rassurant. Des résultats similaires ont été obtenus également avec une association à base d'estradiol avec du nomégestrol acétate. Et là aussi, on voit une réduction de plus ou moins une quarantaine de pourcents donc du risque thromboembolique veineux, même si ce dernier n'est pas statistiquement significatif, mais là aussi, donc dans ce cadre-là, les études ont été designées de telle façon à être non inférieures. Ceci a déclenché avec une de mes collaboratrices, Charlotte Baudard, qui est d'ailleurs venue ici il y a 3 mois, donc venue chercher le prix AstraZeneca pour ses travaux en épidémiologie. Nous avons réalisé une méta-analyse et une revue systématique de la littérature qui compare justement ces dérivés œstrogéniques synthétiques par rapport aux dérivés œstrogéniques naturels. Et dans ce cadre-là, on a pu se rendre compte que malgré finalement, il n'y a pas énormément d'études qui comparent directement les dérivés œstrogéniques naturels versus ceux synthétiques, mais on remarque malgré tout, donc parmi les 5 études que l'on a inclus, que l'on a une réduction de 33% du risque. Donc aujourd'hui, si vous prenez simplement, vous remplacez l'éthinylestradiol par des pilules à base d'œstrogènes naturels comme l'estradiol, vous réduisez le risque thromboembolique veineux au sein de la population. Alors, il y a un petit dernier qui est arrivé sur le marché, c'est l'estétrol, donc qui a été développé donc, par la firme pharmaceutique Mitra Pharmaceuticals, et c'est le premier NEST, c'est a Native Estrogen with a Selective Tissue Activity. Il a un mécanisme d'action un tout petit peu différent de l'éthinylestradiol et de l'estradiol. D'un point de vue pharmacologique, au fait, il va pouvoir antagoniser l'effet de l'estradiol sur la signalisation œstrogénique qui est médiée par la membrane. Ce qui veut dire qu'il va antagoniser l'activité de l'estradiol par sa liaison sur le récepteur membranaire. Il aura par contre le même effet au niveau des récepteurs nucléaires.
Ce qui est très intéressant, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que le foie répond tant à des stimulations nucléaires qu'à des stimulations membranaires. Ce qui veut dire que l'estétrol va avoir moins d'impact au niveau hépatique qu'un dérivé à base d'estradiol. Bien évidemment, l'estétrol a été développé, je pense que vous êtes au courant, puisque nous avons le professeur Fada qui fait partie de l'Académie royale de médecine. L'estétrol, bien que c'est une molécule innovante, a été associé donc à la drospirénone, de telle façon à avoir un nouveau produit, une nouvelle association œstroprogestative, mais au même titre que tous ses confrères, ce produit a besoin d'être évalué au niveau des études post-marketing. Pour faire une étude post-marketing comme celle-ci, vous avez besoin de plus ou moins 7 ans, ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir de résultats avant 7 ans pour démontrer finalement sa sécurité clinique. Et finalement, c'est ce que nous avons voulu faire. On s'est dit, pourquoi attendre 7 ans alors que l'on a toutes les données pharmacologiques qui sont très intéressantes pour déjà déterminer potentiellement le risque. Notre idée a été de développer un test sanguin qui pourrait permettre d'évaluer rapidement donc, le potentiel prothrombotique d'une pilule œstroprogestative, mais pas seulement. Ce test, au fait, nous l'avons designé d'une façon aussi où il va permettre d'évaluer donc les problèmes qui sont liés à des coagulopathies héréditaires. Mais oui, la thrombose est une maladie multifactorielle. Dans ce cadre-là, on sait que les pilules œstroprogestatives, on l'a vu avant, peuvent augmenter le risque de 2 à 5 fois. Mais le fait d'être âgé, d'être enceinte, d'être obèse, de prendre l'avion, d'être malade, d'être alité ou d'avoir des mutations génétiques, ça peut vous amener à une augmentation du risque thromboembolique qui peut varier de 4 à 80 fois. Et donc, le test que nous avons designé va permettre non seulement de tenir compte des mutations, de l'impact sur l'hémostase liée aux pilules œstroprogestatives, mais il va aussi pouvoir évaluer les coagulopathies héréditaires. Et un peu comme cette fiole qui se remplit, à un moment donné, le risque est que si vous vous retrouvez alité, donc les deux conditions ne vont pas déclencher une thrombose, mais vous êtes déjà à un état prothrombotique assez avancé, et si vous vous retrouvez alité ou vous tombez malade, c'est à ce moment-là en fait, où la balance finalement prothrombotique-antithrombotique switch réellement vers un état prothrombotique assez avancé, et vous pouvez développer une thromboembolie veineuse. Alors, c'est assez comique, mais si vous prenez aujourd'hui le résumé des caractéristiques du produit d'une association œstroprogestative, vous allez trouver le même labeling. Dans la section 4.3 qui définit les contre-indications, vous allez voir que finalement toutes les coagulopathies héréditaires ou acquises sont une contre-indication finalement à la pilule œstroprogestative. Et donc à ce jour, je pense, si on a des gynécologues dans la salle, personne ne vérifie avant la prescription d'une pilule œstroprogestative s'il y a des coagulopathies héréditaires ou acquises. On fait un historique familial, mais on verra que l'historique familial ne suffit pas. Alors comment pouvons-nous prévenir cela? Eh bien, notre objectif a été de fournir un outil de screening. Cet outil de screening va se focaliser sur la protéine C activée. On sait qu'une résistance à la protéine C activée, qui peut arriver suite par exemple à une déficience en protéine S ou une mutation dans le facteur 5, va finalement mener à une résistance à la protéine C activée, qui est un facteur de risque pour les thromboses. Et donc, notre test a vraiment été de pouvoir tenir compte, non seulement via la synthèse de la thrombine, de pouvoir tenir compte finalement de cette résistance à la protéine C activée. Et vous allez voir que le test que nous avons mis au point permet de suivre finalement cette résistance à la protéine C activée tout en se focalisant sur un effecteur central qui est la thrombine. Et donc on va regarder la formation de la thrombine en fonction du temps. Et donc ce test ici, qui est un test qui est bien connu, qui a été décrit donc, par Kuhn-Emker en 2000, est un test qui permet finalement de suivre la formation de la thrombine en fonction du temps. Et ici vous voyez, on regarde donc, la contribution des protéines procoagulantes. Et donc vous avez cette phase d'initiation, puis cette phase de ralentissement de la génération donc, de la thrombine, qui met en cause tous les acteurs qui permettent la formation du caillot sanguin. Et la façon dont nous avons designé notre test, c'est que nous rajoutons de la protéine C activée exogène, de telle façon à réduire cette capacité de l'échantillon à produire de la protéine C activée. Et dans ce cadre-là, vous voyez, on a cette deuxième courbe qui témoigne finalement que l'échantillon sanguin est sensible à ces effecteurs anticoagulants. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des calculs que nous faisons, mais grossièrement, nous faisons un ratio entre les aires sous la courbe de ces deux conditions. L'objectif étant d'obtenir, et ce n'est pas pour rien, d'obtenir 0,10 en termes de ratio. Donc, dans une population saine,
nous allons essayer d'obtenir 0,10 en termes de ratio. Et nous allons utiliser ce 0,10 de la population saine au sein de chacun de nos essais pour réduire la variabilité intéressée. Et nous allons par la suite mesurer ces mêmes conditions chez un patient. Ici, par exemple, je vais vous montrer les résultats que nous avons obtenus avec une patiente qui prend de l'éthénylestradiol avec du gestodel. Et c'est très intéressant, parce que bien que dans la littérature, vous n'allez pas retrouver d'augmentation statistiquement significative de l'ensemble des protéines procoagulantes, ce test est capable de vous démontrer que la petite contribution que vous avez sur chacun des facteurs de la coagulation, finalement vous amène à une génération de thrombine qui est plus importante que celle que vous auriez dû obtenir dans une population de référence. En contrepartie, la deuxième condition, celle où on évalue entre guillemets la capacité anticoagulante de notre échantillon, va aussi être altérée. Et dans ce cadre-là, on remarque une courbe qui est plus importante. Cette courbe qui est plus importante témoigne également d'une certaine résistance à la protéine C activée. Remettons ces courbes-là avec les données que l'on peut en extraire dans notre équation mathématique qui nous rend un résultat qu'on appelle le Normalized Activated Protein C Sensitivity Ratio. C'est un petit peu finalement pour les gynécologues, ce NAPSER, ce que l'INR a été donc, dans le domaine de la cardiologie pour le suivi des antagonistes de la vitamine K par exemple, et vous obtenez un score de 4.10. Ce 4.10, on l'a volontairement défini comme, sur une échelle comme étant quelque chose qui doit être compris entre 0 et 10. Rappelez-vous, je vous ai dit, le TP ratio doit être de 0,10. Si vous mettez 0,10 au dénominateur, de facto, votre échelle va s'échelonner de 0 à 10. Le plus proche vous êtes de 10, le plus vous êtes à risque, puisque ça veut dire que finalement les deux courbes ici vont se rejoindre, les deux courbes en turquoise vont se rejoindre, ça veut dire que vous avez une résistance totale à la protéine C activée, vous avez un score de 10, vous avez une très forte résistance à la protéine C activée, et à l'inverse, le plus vous allez vers 0, dans ce cadre-là, le plus vous avez finalement une sensibilité donc, à cette protéine C activée. Alors, ce test nous a été très utile. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que nous avons voulu définir, c'est quelle était la valeur de NAPCSR moyenne dans des populations clairement définies. Quelle était la valeur de NAPCSR moyen de chacune des associations œstroprogestatives que nous retrouvons de manière fréquente sur le marché. Ici, nous avons pu définir, par exemple, que l'éthénylestradiol associé au lévonorgestrel, ou l'éthénylestradiol associé au désogestrel, ou l'éthénylestradiol associé à l'acétate de ciprotérone, avec à chaque fois différentes doses d'éthénylestradiol, nous donnent des NAPCSR qui sont différents. Et nous avons confronté les résultats de NAPCSR à une revue systématique de la littérature Cochrane, qui définissait finalement le risque thromboembolique, le risque relatif thromboembolique associé donc justement à chacune de ces associations œstroprogestatives. Nous avons pu en dériver un modèle relativement simple que vous pouvez voir ici. Ça, ce sont les prémices, les premières estimations que nous avons eues de ce modèle. Bien évidemment, nous continuons à l'alimenter en continu. Nous avons des outils donc, de calcul qui se font de manière automatique. Et nous arrivons à présent donc, à quelque chose de beaucoup plus fin au niveau de notre modèle. Et ce qui a été intéressant, c'est de dire, ben voilà, vous avez votre modèle, vous avez une valeur de NAPCSR, vous voyez le risque relatif de thromboembolie veineuse attendu. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, finalement, ce modèle, on doit le valider de manière externe. Et donc, nous avons calculé le NAPCSR de produits qui ne faisaient pas partie de notre modèle initial. Et je pense notamment ici à la Louise, la Zoélie et la Drovelis. La Louise, c'est une association d'éthénylestradiol avec du dienogest, la Zoélie de l'estradiol avec du Nomac, et la Drovelis, donc de l'estétrol avec de la drospirénol. Et vous voyez qu'on obtient finalement des risques relatifs thromboemboliques attendus de 3,57, alors que dans la littérature, il était de 3,42 donc pour la Louise, donc l'éthénylestradiol avec le dienogest. Pour la Zoélie, donc rappelez-vous, on passe d'un dérivé synthétique vers un produit naturel, donc avec l'estradiol. On voit qu'on a un risque relatif de 1,68, alors que dans la littérature, il ressort à 1,58. Et pour l'estétrol, un produit qui, de toutes les données biologiques que nous avions initialement, devait avoir moins d'impact sur le foie, effectivement, on remarque que l'on va avoir un risque attendu de 1,54. Actuellement, les données des études épidémiologiques ne sont pas connues. Mais c'est intéressant parce que vous vous rendez compte finalement que ces dérivés œstrogéniques ont finalement un impact moindre sur la coagulation, comme attendu, et c'est exactement ce que nous observons également dans les études épidémiologiques. Alors on a défini des ranges de référence, ces ranges de référence s'améliorent au plus que nous incluons donc des jeunes filles dans notre modèle. Mais ce qui est très intéressant, au fait, c'est de dire que vous avez un range de référence pour chacune des associations œstroprogestatives. Ça ne veut pas dire
qu'on ne peut plus utiliser ces produits. Mais il faut savoir qu'il y a une variabilité interindividuelle importante au sein de la population. Par exemple, il y a des jeunes filles qui vont avoir des mutations génétiques, non pas au niveau des aspects coagulopathiques, mais au niveau de l'aspect de la métabolisation de l'éthényleustradiol. Et vous avez des jeunes filles qui vont être hypersensibles à cet éthényleustradiol, et donc qui peuvent avoir des valeurs de NAPCSR qui sont en dehors du range. Tant que vous êtes dans le range, finalement, ce n'est pas un problème. Vous prenez un produit dont vous connaissez le risque attendu chez vous. En revanche, si vous êtes en dehors de ce range, eh bien finalement, ça veut dire que potentiellement, vous avez un risque qui est en dehors du risque attendu avec cette association œstroprogestative. Et ceci nous a permis d'établir un algorithme de prescription pour les gynécologues. Et donc c'est relativement simple. Vous avez le premier cadre qui est avant l'instauration d'une pilule œstroprogestative, finalement, oui ou non, on fait un NAPCSR. Si ce NAPCSR dépasse donc 3.2, dans ce cadre-là, il y a une nécessité de prescrire une pilule à base d'un progestatif parce qu'il y a très probablement une coagulopathie sous-jacente et donc la jeune fille n'est pas éligible à des produits œstroprogestatifs. S'il est en dessous de 3.2, dans ce cadre-là, on peut choisir finalement ce qu'on veut parmi l'arsenal thérapeutique. Si jamais c'est une fille qui est déjà sous pilule œstroprogestative, en fait, vous pouvez aussi faire le NAPCSR. Si vous êtes dans le range de référence, pas de problème. En revanche, si vous n'êtes pas dans le range de référence, vous êtes en dehors du range de référence, on arrête la pilule pendant 2 semaines, ça permet de revenir à une valeur de NAPCSR qui est attendue au sein de cette jeune fille, et là, à nouveau, si elle est au-dessus de 3.2, dans ce cadre-là, on va devoir prescrire très probablement donc, une pilule à base d'un dérivé œstroprogestatif. En revanche, si elle n'est pas en dessous de 3.2, ça veut dire très probablement que, effectivement, son NAPCSR était en dehors du range, non pas à cause d'une coagulopathie, mais à cause d'une réponse excessive à l'éthényleustradiol. Et là, ça vaut la peine de rediriger cette jeune fille vers des œstrogènes naturels, si on le souhaite. Alors, je vous ai dit pourquoi ça peut être intéressant et important de tester ces jeunes filles. On parle d'historique familial. Une étude récente, donc d'une équipe italienne, avec qui nous collaborons également, a démontré finalement que l'historique familial, parmi une population de jeunes filles qui avaient une thromboembolie veineuse associée à la prise de pilules œstroprogestatives, l'historique familial n'est seulement capable de capter que 15% des cas de thrombose. Donc nous retrouvons un historique familial seulement chez 15% des jeunes filles qui font une thromboembolie veineuse. En revanche, la thrombophilie était présente chez près de 61% d'entre elles. Et dans ce cadre-là, finalement, c'est important de pouvoir essayer d'aller rechercher ces 50% supplémentaires de telle façon à s'affranchir finalement d'une prescription qui serait inadéquate au sein d'une population à risque. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire les choses? C'est relativement simple. Lors de la consultation, il y a une prescription d'un test. Ce test, on réalise l'analyse et on rend donc les résultats en dehors les 10 jours. Je pense que ce n'est pas problématique à l'instauration d'une pilule œstroprogestative d'attendre 10 jours pour savoir finalement si la jeune fille est éligible ou non. C'est d'autant plus important que le risque observé donc, de thromboembolie veineuse chez les filles qui prennent la pilule œstroprogestative est le plus important dans les 6 premiers mois après l'instauration d'une pilule. Alors bien évidemment, on ne s'est pas arrêté à la pilule œstroprogestative, on a d'autres indications, notamment dans la ménopause, la grossesse, mais également donc, dans le cancer du sein. On a fait ici une étude avec le tamoxifène. Le tamoxifène rentre également dans notre modèle. On sait que le tamoxifène peut avoir un impact au niveau des récepteurs œstrogéniques hépatiques. Et on voit très bien que le risque attendu donc sur base du modèle est de 2,07, donc un impact faible finalement sur les NAPCSR, alors que celui observé dans la littérature est de 1,90. Si on prend chez les femmes qui sont ménopausées, on sait qu'avec l'âge, en fait, il va y avoir une certaine augmentation du risque thromboembolique. Notre modèle prédit finalement un risque thromboembolique de 1,48, celui qui est observé dans la littérature est de 1,42. Et puis on a une autre application qui est assez intéressante, on a lancé d'ailleurs une étude multicentrique et internationale, donc, notamment sur le Pregnancy Induced Thrombosis. Et là, les premiers résultats que nous avons déjà obtenus chez les patientes qui sont inclus démontraient clairement que pendant la grossesse, en fonction de l'évolution de la grossesse, au fait, les valeurs de NAPCSR explosent, sont même extrêmement importantes, ce qui reflète finalement une augmentation du risque thromboembolique qui est connue pendant la grossesse, mais surtout, finalement, ça va être de pouvoir identifier celles qui, dès le début de la grossesse, sont déjà beaucoup plus à risque que les autres, et peut-être de mettre en place des mesures préventives. Donc finalement, si vous devez repartir avec un message aujourd'hui, c'est que ce NAPCSR permet donc justement d'identifier la tendance prothrombotique qui est impliquée, je veux dire, au niveau du système hormonal. Mais pour être totalement efficace, bien évidemment, nous travaillons maintenant avec des outils qui sont à notre disposition, notamment l'intelligence artificielle. Et le but va être finalement de décrire un algorithme de prescription
autre que simplement l'utilisation du test. C'est vraiment un algorithme de prescription qui va faire intervenir aussi des marqueurs cliniques, parce que la clinique reste importante dans ce cadre-là. Par exemple, le fait d'avoir un PMI élevé, d'être âgé, le statut tabagique, le groupe sanguin aussi peut avoir un impact, et bien évidemment l'historique familial, parce qu'on n'est pas capable de finalement identifier tous les risques coagulopathiques, permettront de encore mieux stratifier le risque thrombotique de telle façon à administrer la bonne pilule œstrogestative à la bonne personne. Et donc, comme je l'ai dit, ce test peut être fait avant l'introduction d'une pilule ou en cours de pilule. Et je pense, et là je le dis à titre personnel finalement, que ça permettrait non seulement d'améliorer la prescription des pilules œstrogestatives, mais ça aura aussi un coût favorable pour la société, parce que dans ce cadre-là, on va être capable non seulement de réduire les thromboembolies veineuses, mais surtout le coût associé, coût direct et coût indirect associé donc, à ces thromboembolies veineuses chez des jeunes femmes qui normalement ne devraient pas être exposées à ce type de risque. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Merci. Merci pour cet exposé. On peut commencer les questions. Stéphane? Excellente présentation, merci, très clair. Il y a deux conditions hématologiques, le syndrome Budd-Chiari et les thromboses veineuses abdominales profondes, qui sont associées au néoplasme myéloprolifératif avec une fréquence allélique basse. Et alors on a des gens qui portent la mutation JAK2 ou d'autres mutations et qui vont développer une thrombose veineuse profonde. Je crois que ça vaut la peine de faire un screening pour ces mutations-là, DNMT3A, JAK2, tout ça. Et puis ceux qui ont une hématopoïèse clonale. Maintenant on voit des jeunes qui ont une hématopoïèse clonale et on sait que les monocytes sont activés. Alors je crois qu'un panel de 5-6 gènes qui sont importants dans ça pourrait être très utile vu la population énorme qui est exposée à ce genre de médicaments. Je vous rejoins totalement ce que je dis ici. Donc nous ici, nous avons finalement un test qui permet, c'est un test fonctionnel. Donc bien évidemment, les mutations génétiques, je ne vais jamais savoir sur la base du test dire que ça c'est un facteur 5 Leiden. On a une idée, bien évidemment, en fonction des courbes que l'on a observées. Peut-être que l'intelligence artificielle nous permettra de mieux définir ça par la suite. Mais bien évidemment, en plus, on va alimenter le modèle finalement avec des patientes avec des profils génétiques différents. En plus, on pourra aussi en apprendre de ce test fonctionnel. Mais je vous rejoins, un panel génétique serait très intéressant. Le problème aujourd'hui du panel génétique, à mes yeux, c'est le coût. On ne peut pas se permettre de faire un panel génétique chez toute la population. C'est ce qui avait été décidé, enfin discuté, notamment lors du référendum en 2013 de l'Agence européenne du médicament. C'est qu'effectivement, ce serait l'idéal, mais ce ne serait pas coût efficace au sein de la population. C'est un sujet un peu touchy, parce qu'on parle de jeunes filles qui vont thromboser. Je pense qu'il y a encore vraiment des questions à répondre à ce niveau-là, mais d'un point de vue éthique, je vous rejoins totalement, ce serait super important. Christos? Monsieur le Fils, je voudrais revenir sur votre algorithme terminal, qui est évidemment un élément important pour la suite. Lorsque vous voudriez savoir si le risque thrombotique n'est pas trop élevé avant de donner une nouvelle pilule, j'ai vu que vous mettez une limite. Oui, j'ai vu que vous mettiez une limite. Est-ce que c'est à 2,3 ou à 3,2? Comment arrivez-vous à considérer que cette limite, comment la calculez-vous? Donc en fait, cette limite a été calculée donc, sur base des échantillons pour lesquels nous avons déjà identifié donc, des mutations génétiques. Donc dans les populations que nous incluons dans le modèle, bien évidemment, nous réalisons un panel génétique. Et dans ce cadre-là, en fait, on s'est rendu compte que celles qui avaient l'index de Uden, donc quand on fait les courbes de Vogt, notre index de Uden sort à 3,2 pour celles qui ont des facteurs génétiques. Réellement, c'est 3,17. Et donc, c'est sur cette base-là que nous avons pu définir finalement qu'avant la prescription d'une pilule, s'il y a un facteur génétique sous-jacent, finalement, le test sort majoritairement donc au-dessus de 3,2. Donc, on a ici une aire sous la courbe qui doit encore être affinée parce que je pense qu'on doit vraiment augmenter les cohortes.
mais pour le moment on a une aire sous la courbe qui correspond à 0,87, ce qui n'est pas, à mes yeux, très honnêtement, parce que je suis peut-être un peu perfectionniste, extraordinaire. J'aimerais bien pouvoir monter à au-dessus de 0,95 sur ma road curve, mais pour cela on doit vraiment inclure des populations beaucoup plus larges. Christophe Sophie. Non. Merci Jonathan, c'était une excellente présentation. Très clair aussi, j'ai une question, je pense un peu naïve, mais dans quelle mesure cette NAPCSR évolue au cours du temps? Parce que dans l'arbre décisionnel, j'entends bien qu'on peut faire ce test au début, tu vas quand même dire à la fin qu'on pourrait réévaluer ça au cours du temps. Il y a des facteurs qui permettraient d'être contrôlés comme le BMI, le tabagisme, etc. Mais quelle est la stabilité de ce facteur, de cette mesure? Oui. Donc ici, on a des données qui ont été collectées par exemple chez des jeunes filles, on les a prélevées donc à 3 mois et à 6 mois, et le NAPCSR ne bouge pas. Donc ça veut dire tant qu'on reste sur la même association œstroprogestative, le biomarqueur est relativement stable. Bien évidemment, je ne peux pas dire finalement c'est une jeune fille qui prend une pilule. Alors, dans nos populations, on a des jeunes filles qui ont 18 ans, d'autres qui ont 28 ans, qui sont sous les mêmes associations œstroprogestatives. On a des valeurs de NAPCSR qui se croisent. Donc, ça veut dire qu'il y a une réponse, ça veut dire qui est globalement au sein de la population similaire pour une certaine association œstroprogestative. On a des outliers. L'objectif de ces outliers, finalement, c'est de pouvoir les étudier un peu plus loin. Comme je disais, elles peuvent métaboliser mal l'éthényl-estradiol, et donc là, il peut y avoir une variabilité, mais c'est la variabilité inter-individu. En intra-individu, pour le moment, donc sur les données qu'on a sur 6 mois, c'est très très stable. On a vu après que sur la ménopause, ça augmente, mais il faut savoir que la ménopause est un statut hormonal un peu différent, finalement, d'une jeune fille, et donc ça peut juste ça peut, à mes yeux, donc aussi expliquer pourquoi le NAPCSR donc, est un petit peu plus élevé chez ces femmes en ménopause. Merci beaucoup. Oui, Didier Giette. Oui, donc merci pour cet exposé. Je vois vraiment l'intérêt en termes de santé publique. Mais j'ai une question un peu naïve. Je vois que vous ciblez uniquement les prescriptions par les gynécologues. Et comme vous le savez, énormément de contraceptions sont initiées en première ligne de soins. Je m'inquiète de savoir pourquoi vous occultez cette réalité. Oui, donc en fait, l'objectif, c'est parce que pour le moment, le biomarqueur, en fait, on n'a pas encore. On est en discussion avec un grand partenaire français pour réussir à mettre ce laboratoire, ce test dans l'ensemble des laboratoires, donc à travers un kit de diagnostic. Pour le moment, c'est toujours une méthode in-house, et donc nous sommes un peu obligés donc, de travailler avec certains centres particuliers. Pour le moment, les GLEM concernent principalement des GLEM avec les gynécologues qui travaillent dans ces centres hospitaliers, parce qu'au niveau de la prescription, en fait, il faut que la patiente aille vraiment dans le centre hospitalier. Il y a un préanalytique qui est important à respecter de façon à rendre un résultat correct. Donc pour le moment, on n'a pas encore la logistique, je veux dire, pour aller toucher le monde des médecins généralistes. Mais bien évidemment, c'est quelque chose que je souhaite, en tout cas, réussir à mettre en place. Et l'objectif, en fait, ça va être aussi après de pouvoir faire étendre ce message donc, au sein de la médecine générale. Parce qu'on le sait, effectivement, il y a plus d'une prescription sur 2 qui est initiée aussi donc, par la médecine générale. Et c'est très important dans ce cadre-là, parce que souvent, là aussi, on a une belle vue, parce que le médecin généraliste est en première ligne aussi, pour connaître l'historique familial et donc de pouvoir aussi connaître, voilà, peut-être que la grand-mère, le grand-père ou d'autres personnes de la famille ont eu des événements thrombemboliques que le patient ne va pas toujours se rappeler lorsqu'il va aller consulter le gynécologue. Donc je vous rejoins totalement. C'est juste une question logistique pour le moment. On est en phase de développement. Merci. On rebondira sur cette question peut-être en fin de tour de salle, mais Jean-Michel Foiler. Oui, absolument. Oui, c'est pas Gustave Moulin. Félicitations pour cet exposé. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir mettre au point en Belgique un test prédictif du risque individuel de chaque jeune femme candidate à une contraception ou plus tard dans la vie lors de traitements monoménopause. C'est effectivement exceptionnel, ce sont, comme vous l'avez dit très bien, des phénomènes rares, mais quand ça arrive, c'est du 100%, c'est un drame pour la personne et pour la famille. Maintenant, puisque le test est destiné à devenir prédictif et à être utilisé chez les personnes avant la prescription de pilule, est-ce qu'on peut le faire à n'importe quel moment du cycle, y compris pendant les règles, alors qu'il y a des variations hormonales importantes dans un cycle spontané d'ovulation? Oui, donc ça c'est quelque chose qui n'a pas été évalué directement par nous, donc ça veut dire qu'on sait pour le moment de test un test in-house. Au niveau de l'évolution finalement du NAPCSR durant le cycle,
En fait, il faut savoir aussi que les perturbations qui sont induites au niveau hépatique prennent quand même un certain temps avant de se manifester. Facteur de coagulation, un certain temps de demi-vie, et puis il y a un temps nécessaire à la synthèse. Les données qui ont été collectées dans la littérature par d'autres équipes sur des tests qui sont, je veux dire, c'est pas ce test-là, mais ce sont des tests similaires globaux de la coagulation, ne démontrent pas un impact qui est aussi important que l'impact que l'on va attendre suite à l'introduction d'une contraception. Donc, très clairement, des variations, je suis persuadé, il va y en avoir, mais il faudra des corps très importants pour vraiment démontrer qu'en fonction des phases du cycle, finalement, on a des APCSR qui sont différents, et si des modifications il y a, elles seront très faibles. On ne va pas se retrouver, en fonction si on est dans la phase folliculaire lutéale, on ne va pas se retrouver avec des APCSR qui vont passer de 1.5 à 3.8. Or, si on a 1.5, 1.8 ou 2, on reste dans un range de référence qui est acceptable en termes de risque, et on ne dépassera pas ce fameux signal de 3.2 qui est celui qui nécessite une décision clinique. J'avais une question, merci pour votre présentation. L'histoire familiale reste pertinente parce qu'on sait pertinemment qu'une mutation hétérozygote du facteur 5 Leiden asymptomatique constitue une contre-indication de traitement oestrogestatif. Ça, c'est pour appuyer sur l'historique familial qui reste extrêmement important. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je dis, ici, pour le moment, nous, les facteurs 5 de Leiden, qui soient donc homozygotes, bien évidemment, sortent, et les hétérozygotes sortent aussi au-dessus de 3.2, donc on les identifie, mais l'historique familial reste important. Maintenant, les données que l'on a eues de notre collaboratrice ici, Elvira Gandon, démontrent aussi que l'historique familial ne détecte pas les thrombophilies, dont des facteurs 5 de Leiden, parce que finalement, en fait, il n'y a pas d'historique. Donc, il y a un facteur 5 de Leiden, mais il n'y a pas d'historique thromboembolique veineux. Et donc, sans historique thromboembolique veineux, peut-être que la maman n'a pas été exposée à la même pilule qui elle-même augmente le risque, ne va peut-être pas avoir les mêmes autres facteurs de risque. Je pense par exemple le statut tabagique, le BMI, qui peuvent aussi augmenter le risque thromboembolique veineux. Et tout additionné ensemble, c'est du risque sur du risque qui n'est pas identifié, et c'est là où on va peut-être avoir le premier événement thromboembolique familial qui arrivera chez la fille parce que la maman n'a pas été exposée aux mêmes autres facteurs de risque. Donc, bien évidemment, l'historique familial est super important et ça reste un critère dans la contre-indication d'une pilule œstroprogestative. La seule chose ici, c'est qu'on répond à une ligne de ces contre-indications qui est les héréditaires non détectés par l'historique familial et les acquises qui, elles, peuvent arriver en cours de traitement. Il faut peut-être donner la parole à nos collègues qui sont sur Internet. Et on va retrouver tout de suite le professeur Cédric Hermance qui voudrait poser une question. Oui, donc je voulais féliciter pour ce beau travail, mais quand même souligner, enfin, qu'il y a le mérite de sensibiliser par rapport à un véritable problème de santé publique. Il faut savoir que beaucoup de patientes sont très peu informées de ce risque thrombotique. Donc, quand on leur prescrit la pilule, on ne les informe pas assez et évidemment, ce type de démarche a le mérite de sensibiliser. Maintenant, j'ai quand même une petite remarque. Est-ce que, d'un point de vue médico-légal, est-ce que si le test est rassurant, est-ce qu'on peut quand même se permettre de prescrire des pilules? Parce que les implications peuvent être majeures. Est-ce que ce test a suffisamment de force, de robustesse que pour rassurer pleinement des patientes quand on voit quand même le caractère thrombogène de certaines. Moi, je pense, en fait, il voulait parler aussi. La fin de sa question, je pense, c'était est-ce que vous avez pris en compte aussi des implications médico-légales éventuelles dans le cadre d'un test rassurant et d'un événement qui survient très magique? Donc, au jour d'aujourd'hui, si on prend les résultats que nous avons obtenus, si une jeune fille a un test, je veux dire, qui est normal, il n'y a aucun test qui permet de prédire dans 5-10 ans, vu le caractère multifactoriel de la thromboembolie veineuse, qu'on va thromboser ou qu'on ne va pas thromboser. Je veux dire, il n'y a aucun test qui permet de faire ça. Ça permet ici, c'est un test qui permet de rendre éligible et de rajouter, entre guillemets, une couche de stratification dans la prescription des dérivés œstroprogestatifs, en ce sens que si vous avez un historique familial, de toute façon, c'est une contre-indication. Et donc, vous ne prescrivez pas de pilule œstroprogestative. Mais si le test vous rend un résultat, de toute façon, qui sera normal, ça veut dire que vous n'avez pas non plus identifié l'historique familial. Parce que si vous avez un historique familial, il n'y a pas d'intérêt de faire le test, puisque de toute façon, vous êtes contre-indiqué. Et donc, ce test permet d'être un garde-fou supplémentaire, quelque chose qui passerait à travers les mailles du filet. Donc, d'un point de vue légal, de toute façon, on fait quand même mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je veux dire, les dispositions médico-légales font que, à mes yeux, le test vous permet d'aller rechercher une série de jeunes filles
qui justement sont à risque alors qu'on ne les aurait pas identifiés, et d'un autre côté, et ça peut être peut-être le futur, qui nous le dira en fonction des études et des projets que l'on va développer, si on prend un historique familial, qu'on réalise le test, et je pense, hein, très sincèrement, c'est vers ça qu'on a encore eu une discussion hier avec des sociétés expertes en gynécologie, c'est de dire stratifions ces pilules. La méta-analyse que nous avons réalisée démontre qu'un dérivé œstrogénique n'est pas le même si c'est de l'éthényl-estradiol, de l'estétrol ou de l'estradiol. Aujourd'hui, c'est black or white. Vous avez les progestinonic piles et vous avez les dérivés œstroprogestatifs. Et peut-être que finalement, une jeune fille qui pourrait bénéficier d'une association œstroprogestative pour des raisons de tolérabilité, de contrôle finalement du cycle menstruel, pourrait bénéficier d'une association œstroprogestative, mais elle ne va pas le faire, elle ne va pas se voir prescrire une pilule œstroprogestative parce qu'elle a un facteur 5 de Leyden. Le facteur 5 de Leyden amène une résistance à la protéine C activée. Et peut-être justement que ce biomarqueur pourrait être un senseur global de cette résistance à la protéine C activée. Et donc, il est clair qu'on va peut-être très clairement contre-indiquer l'éthényl-estradiol. On a des données chez des jeunes filles qui font partie de nos campagnes de collecte de sang, qui ont un facteur 5 de Leyden et qui ont des prescriptions à base d'éthényl-estradiol. Les NAPCSR explosent donc à des valeurs de 7, 8, des fois 9. Mais peut-être que chez celle-là, ça peut être intéressant de se dire on peut peut-être malgré tout introduire une pilule à base d'estradiol ou d'estétrol. Et vous allez vous retrouver avec un NAPCSR qui va peut-être être en dessous de 5. Vous allez estimer le risque et vous en parler avec la patiente. Dès que cette patiente peut être entre guillemets rassurée de dire ok, le bénéfice que je vais avoir par rapport au risque auquel je m'expose, et je vais donner un exemple, vous avez un APCSR de 5, vous avez un risque relatif plus ou moins de 5.2, une population de base a une incidence de 2 par 10 000, avec un risque relatif de 5.2, ça vous fait une incidence de 11 par 10 000. Est-ce que j'accepte de prendre ce risque de 11 par 10 000 de manière annuelle? Oui, non. Et donc, ça va être un petit peu le genre de discussion que l'on peut avoir, parce qu'aujourd'hui, une jeune fille à qui vous prescrivez une éthényl-estradiol drospirénone est à 12 par 10 000. Complètement. De manière générale, on se posait la question, après je donnerai la parole au professeur Baguian, de manière générale, ici on se pose la question, secrétaire perpétuel et moi-même, de la possibilité et les difficultés d'obtenir un IVDR pour ce test, et aussi, je te laisse la parole. Oui, en deux mots, c'est sûr qu'on est dans l'embroglio belge du fédéral et du communautaire, parce qu'au fond, c'est un test qui est préventif, a priori. Un test préventif est du ressort du communautaire et non pas du fédéral. Et donc, il faut à ce moment-là définir quel est le ratio bénéfice-coût et définir quel prix va pouvoir être mis au niveau communautaire pour pouvoir obtenir le remboursement de ce test. Et c'est vrai que ce sont des problèmes, tout à coup, quand on passe de la science fondamentale, et votre exposé est vraiment magnifique, à des éléments pratiques, on est confronté à des spécificités de chaque pays aussi. Donc, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose pour lequel justement nous discutons avec nos partenaires industriels. Aujourd'hui, donc, sur base de certaines études, et j'ai été extrêmement surpris du prix et finalement du coût sociétal que peut représenter une thromboembolie veineuse et de la variabilité du coût d'une prise en charge d'une thromboembolie veineuse au niveau sociétal, pas au niveau direct à l'hôpital, mais voilà, quelles sont toutes les répercussions, hein, parce que la patiente ne va pas travailler, le post-thrombotique syndrome et toutes ces complications qui peuvent arriver après un événement thromboembolique, qu'il soit veineux ou même une embolie pulmonaire. Finalement, il y a des données qui ont démontré que ce coût pouvait être compris entre 30 et 35 000 euros. Je connais ça sur les 750 patientes. Alors, bien évidemment, on ne va pas passer de 750 à 0. Mais vous allez réduire ne fût-ce que de moitié pour réduire à peu près de 350 ce nombre de thromboses à plus ou moins 30-35 000 euros. Vous avez entre guillemets une enveloppe, désolé de parler comme ça, vous avez une enveloppe de plus ou moins 12 à 14 millions d'euros. Vous avez 200 000 jeunes filles chez qui on prescrit la pilule œstroprogestative nouvellement par an. C'était une étude solidariste. Et finalement, ça vous coûterait, si le test coûtait 50 euros, 10 millions. Vous rentrez dans l'enveloppe. Or, quand on fait de la prévention, il faut se permettre aussi de dépenser un petit peu plus. Donc je pense que c'est des calculs, il n'y a rien de précis dans ce que je dis là. Il faudrait vraiment le faire à l'échelle de la Belgique pour voir les coûts belges, hein, parce que je dis la réglementation belge est particulière, mais vraiment ces considérations sont prises en compte dans le test ici. Un test génétique est impayable. Vous faites un panel génétique large, vous arrivez facilement à 350-400 euros. C'est impayable, c'est pas coût efficace.
Ici, on essaie de rester donc, dans plus ou moins les 50 €. Le partenaire industriel, j'avoue que je mets un peu la pression, j'aimerais les avoir à 35, parce que là, je suis persuadé qu'à 35, il n'y a plus ce frein, il n'y a plus cette discussion. Vous allez avoir évidemment le problème entre le fédéral, puisque le coût du patient atteint est un coût qui est porté sur le budget du fédéral, tandis que la prévention, avant de donner la pilule, est un coût qui va être sur le budget du communautaire. C'est encore cette composante-là qui passe. Oui, très bien. Je voudrais juste faire remarquer que la mesure des facteurs de coagulation est un des paramètres de l'équation avec le phénomène thromboembolique qui implique d'autres acteurs, en particulier l'activabilité plaquettaire, la réaction de l'endothélium. Je pense qu'on pourrait affiner la prédiction de risque si, à votre PCR, on ajoutait des mesures directes, fonctionnelles de l'état de l'endothélium et de l'activabilité plaquettaire. Je pense que ça tiendrait compte des outliers, si vous voulez, des cas qui développent des thrombembolies veineuses malgré un APCR qui serait encore dans un véhicule bâtiment. Voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, on ne s'attend pas à tomber à zéro. Je veux dire, à mesure, ici, on sait capter une partie du problème, mais pas l'ensemble du problème. Si vous regardez dans la cohorte italienne, vous avez 60% des jeunes filles qui ont une thrombophilie, mais finalement, vous avez quand même encore 40% d'entre elles qui thrombosent et qui n'ont pas de coagulopathie. Donc dans ce cadre-là, effectivement, il y a des facteurs qui ne sont pas encore captés, et très probablement, l'intérêt, ça va être peut-être d'affiner peut-être les réactifs, peut-être qu'on va réussir à travailler non plus sur du plasma, ici on travaille sur du plasma pauvre en plaquettes, peut-être pouvoir intégrer cette composante plaquettaire, et ce sera d'autant plus faisable, très honnêtement, ce sera d'autant plus faisable que le test est implémenté en clinique, parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue logistique, simplement c'est nous qui servons en quelque sorte de laboratoire central. Envoyer du PRP d'un clinique chez nous, c'est impossible. Rien que le transport, ça va activer les plaquettes. Donc peut-être qu'effectivement, quand ce test sera réellement implémenté en clinique, avec un marquage CE, peut-être que là on pourra commencer à travailler aussi sur du plasma riche en plaquettes, tenir compte de ces contributions supplémentaires. Pour l'endothélium, là, c'est quelque chose d'encore plus compliqué. Ce sont des marqueurs bien spécifiques qui sont je vais dire, mesurés à l'échelle individuelle. On a développé un test quantitatif de mesure du NO-biodisponible produit par l'endothélium, qui est aussi mesurable sur du sang veineux. Ça peut être un élément d'interaction. Merci pour la présentation, Excellence. J'avais juste une question par rapport à ce que vous avez réussi à modéliser quel serait justement l'impact de cette stratégie dans la population. Vous avez déjà commencé à y répondre, mais de combien ça réduirait potentiellement les événements si toutes les femmes qui ont prescrivé la pilule avaient cette stratégie et que c'était adapté par rapport aux résultats du test? En gros, ce qu'on a défini, c'est que plus ou moins tous les 95 tests positifs, on économise une thrombose. Donc, bien évidemment, il faut tester aussi beaucoup pour avoir des tests positifs. C'est aussi un peu biaisé parce qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles que l'on mesure sont, je veux dire, des jeunes filles qui sont à l'université, qui sont déjà sous pilule. Je pense qu'il faudrait vraiment refaire. C'est pour ça que maintenant on est en train d'alimenter notre modèle sur base des collaborations qu'on a avec les gynécologues au sein des hôpitaux qui nous envoient finalement ces jeunes filles. L'objectif étant très clairement en fait, de pouvoir voir en vie réelle quel est le taux de positivité que l'on obtient du test et sur cette base-là, quelles sont les prises de décision cliniques qui sont mises derrière, c'est-à-dire changement d'une pilule ou bien justement introduction d'une progestinonidipine à la place d'une pilule œstroprogestative. Et de là, on va pouvoir commencer à faire des simulations sur base de l'utilisation en vie réelle. Mais pour le moment, nos simulations, c'est-à-dire sur notre cohorte un peu biaisée et bien sélectionnée, nous montrent que tous les 95 tests positifs, en fait, on va éviter une thrombose. Merci bien pour votre exposé, merci pour les questions dans la salle. Merci beaucoup.